Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la Librairie, l'émission de la librairie 1.1 en partenariat avec Radio Lodève. Sylvie Gracia, vous avez publié plusieurs romans, dont Le Livre des Visages, Mai clandestine en 2015 dans la collection dirigée par Jacqueline Chambon chez Actes Sud. Vous avez travaillé aux éditions du Rouergue, où vous avez créé et dirigé la collection Brune, et dirigé aussi celle pour les ados, Dos à dos. Vous êtes maintenant directrice éditoriale aux éditions L'Iconoclaste, où vous accompagnez plusieurs autrices, dont Cécile Coulon, Maude Ventura, Julie Kerninon. Sylvie Gracia, bonjour. Bonjour à tous. Après une période absorbée par l'écriture des autres, vous replongez dans l'écriture, la vôtre, avec ce roman « Nous n'étions pas des tendres », paru aux éditions L'Iconoclaste en mars 2024. Ce roman nous plonge le temps d'un été dans la vie d'Hélène, qui, comme chaque été, vient s'occuper de son père. Il va mourir. La maison de vacances familiale va être vendue. L'ambiance dans ce village perdu entre Rodez, Millau, Montpellier fige le temps sans l'arrêter. Écrit à la première personne, cela donne au roman cette proximité à l'autobiographie renforcée par la familiarité des lieux pour nous qui habitons ici. Quelle est cette frontière entre roman et biographie ? Ou, pour le formuler autrement, que permet le roman ? Alors, le roman permet tout. C'est vrai que dans ce roman, puisqu'on l'appelle un roman, il y a une part autobiographique, mais souvent, c'est souvent le cas dans la plupart des romans. C'est-à-dire qu'on se nourrit de façon plus ou moins proche ou éloignée de ce qu'on a vécu. Mais je vais avouer, il faut que j'avoue, c'est vrai que dans ce roman-là, il y a toute une part autobiographique. Je suis née dans l'Aveyron, j'ai longtemps vécu à Montpellier, je vis à Paris depuis, je n'arrive plus à compter, mais depuis 44 ans, je crois, maintenant. Donc, ce qui me fait plus parisienne qu'aveyronnaise ou héroltaise, mais j'ai quand même ces origines-là. Quand je suis arrivée de Montpellier dans la voiture de Stéphane, je me suis dit, mais je connais cette route, j'ai dû la pratiquer 1000 ou 2000 fois entre Montpellier et Millau. Et puis, il y a aussi une figure centrale dans ce livre qui est la figure du père dont on va parler et qui est effectivement une figure de père qui sûrement va parler à tous, mais qui est très proche de ce qu'a été le personnage de mon vrai père. Il y a aussi une relation entre le frère qu'on entend de temps en temps, mais qui est d'une présence un peu légère, on va dire. Quelle relation y a-t-il entre vous et Hélène? Ah, entre moi et Hélène. Ben voilà, ce livre Hélène est écrit. Et ce roman est écrit à la première personne, comme vous l'avez dit. Donc, mais on peut écrire à la première personne et prendre de grandes libertés avec ce jeu. C'est-à-dire qu'un personnage se constitue au fur et à mesure une narratrice. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que cette Hélène, par bien des aspects, me ressemble beaucoup. Par l'âge, elle vit à Paris, elle a des enfants, son père est vieillissant, etc. Mais après, si vous voulez, c'est tout le jeu de l'écriture. Le jeu de l'écriture n'est pas de rester fidèle à ce qu'on a vécu, mais ce qu'elle apporte, c'est vraiment une très grande liberté. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise parfois pas grand-chose dans ce qu'on écrit. Et justement, c'est à ce moment-là que le roman devient intéressant. Alors, vous parlez du village qu'Hélène, l'héroïne de ce roman, a fui pour vivre à Paris. Vous parlez de ce village comme d'un territoire reculé, un trou du cul du monde, dites-vous, noir de granit, le noir du peintre local Pierre Soulages. Qu'est-ce qui fait fuir un lieu, mais dans lequel on revient inexorablement? Dans l'histoire d'Hélène, en fait, c'est une fuite sur plusieurs générations. C'est-à-dire qu'on comprend qu'elle est peut-être née là, en tout cas, elle en est partie assez vite. Ça ne devient que le village des vacances. Depuis très longtemps, mais un village de vacances auquel on est très, très attaché. Bien sûr, comme tous les gens qui sont partis vivre ailleurs, mais qui conservent une maison dans le village local. Alors après, c'est vrai que dans ce village, Hélène va se confronter à des amis d'enfance ou de jeunesse qui, eux, ne sont pas partis ou alors sont un peu partis. Par exemple, il y a son amie infirmière qui, bien sûr, partie faire des études à Toulouse et qui a un moment travaillé à Albi, puis ensuite qui a fini par revenir pour être infirmière libérale au pays et vivre dans une grange qui appartenait à sa famille, quoi. Elle a réaménagé une grange. Donc c'est aussi toute une réflexion sur comment on fait pour est-ce qu'on choisit de vivre au pays, est-ce qu'on choisit d'en partir, est-ce qu'on y revient, etc. Bon, ça c'est des thématiques qu'on retrouve partout sur tout le territoire. Est-ce qu'on choisit de rester ou de partir, de revenir? Qu'est-ce que représente cet attrait du territoire de son enfance? Puisque c'est aussi ça, la maison familiale qui est dès le départ
presque le personnage aussi très central, et pourtant qui est vendu, on le sait dès le début, c'est-à-dire que vous ne mettez pas l'intrigue à cet endroit-là, mais que signifie en fait ce territoire auquel vous êtes attaché, alors pourtant vous l'avez fui. Alors ça c'est quelque chose de très mystérieux. Moi j'ai passé les 60 ans aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il a suffi que je débarque à la gare de Montpellier pour sentir la lumière, la chaleur du soleil, bien qu'il ne fasse pas encore très chaud aujourd'hui, de voir le paysage et de me sentir chez moi. C'est-à-dire que j'ai beau vivre à Paris depuis que j'ai 20 ans, il y a toujours ce truc-là qui fait que quand moi je suis allée par exemple dans l'Aveyron, je débarquais à la gare de Rodez, tout de suite l'air je le reconnais, même l'air en sortant de la gare. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose de particulier. Et ensuite, il y a cet attachement quand on est né dans un lieu, même si je n'y viens souvent, maintenant plus qu'une fois par an, il y a quelque chose de très fort qui fait que immédiatement, je reconnais. C'est-à-dire que je dis, je suis chez moi, quoi, ce qui n'a plus de sens, parce que je n'ai plus de maison maintenant nulle part, ni à Montpellier, ni dans l'Aveyron, et pourtant je suis chez moi. C'est ce qui porte toute la mémoire des lieux dans lesquels on a grandi, on a vécu, on a eu une mémoire extrêmement forte. Alors, Hélène, donc le personnage, retourne dans cette maison transformée par son frère, si distant, puisqu'il est vraiment d'abord pas présent, et puis en conflit, semble-t-il, c'est une trame qui existe entre la relation entre Hélène et son frère. Cette maison est devenue sans âme, sans vie, et vous interrogez, alors en référence page 43 pour ceux qui ont le livre sous la main, mais de quelle illusion de bonheur était-ce que je m'abusais moi-même ? C'est une réflexion que menez là, à cette page-là, c'est-à-dire dès le début. De quoi une maison est-elle le symbole ? Est-ce une nostalgie de l'innocence de l'enfance ou le symptôme des problèmes inavoués des adultes ? Question compliquée. Voilà, vous avez 2 heures, c'est une feuille blanche. Question compliquée. Oui. Alors, dans cette histoire-là, effectivement, la maison est extrêmement importante, puisque c'est un lieu, la maison du lac, comme on l'appelle, puisque cette maison est vraiment en bordure d'un lac, dans l'Aveyron. Elle porte beaucoup de choses, et aussi les objets portent beaucoup de choses, comme une maison. C'est-à-dire qu'est-ce qui se trouve sur les tables, quelles sont les photos au mur, les napperons, pourquoi pas. Et quand Hélène et son père débarquent le premier jour de vacances dans cette maison, en fait, ces objets-là ont disparu. On ne sait pas pourquoi. Comme si la maison avait été nettoyée. Elle était devenue une maison complètement fonctionnelle. Alors on va comprendre au fil du roman pourquoi tout d'un coup cette maison est d'une certaine façon nettoyée de ses souvenirs. De ses souvenirs, voilà, on sait que notre mémoire, un simple napperon, une vieille photo peuvent contenir énormément de choses, et que lorsque tout cela disparaît, c'est comme un deuil à faire aussi de ses objets et de sa mémoire. Alors le poids de la famille est aussi important, et vous écrivez aussi des pages 17, pour ceux qui ont le livre dans la main. Je n'allais pas avouer que j'étais en vacances avec mon père, ça l'aurait fait ricaner, ou pire, il aurait trouvé ça génial, ce sans-famille de Jérôme. Donc ça, Jérôme, c'est votre patron. Oui, ça a été à mon patron. Il m'appelle depuis Paris pour un travail, et en gros, il me dit t'es où en vacances ? Et je dis le sud est pour les Parisiens, vous savez, le sud, ça va de Nice à, je sais pas, à Biarritz, quoi. À partir du sud de la Loire. À partir du sud, c'est le sud, alors que pour nous qui vivons dans un certain sud, on sait que quand on change à 100 km près, c'est plus le même pays, c'est plus le même accent et tout ça. Et donc, effectivement, elle se moque. Dans ce livre-là, il y a quand même aussi une voix assez ironique, à la fois sur tout le monde, quoi, en gros, et sur elle-même. Mais c'est vrai que ce sans-famille de Jérôme, lui, ne sait pas ce que c'est que d'être inscrit sur un territoire et d'avoir des attaches, quoi. Et je trouve qu'en une phrase s'impose toute l'amertume et l'obligation de ce séjour familial et en même temps l'extraordinaire existence de la famille. C'est quoi pour vous la famille ? Oh là là, mais vous me posez des questions. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la famille ? Alors d'abord, on a la famille, on a les ascendants, ensuite les descendants. Le conflit qui existe. Oui. Alors c'est vrai que la famille, c'est quand même un sujet très répandu dans le roman. La famille, c'est une source de littérature incroyable. On pourrait citer tous les grands romans basés sur des histoires de famille, parce que aussi la famille, c'est le pire et le meilleur. On dit souvent aussi, c'est-à-dire que c'est là que peuvent naître à la fois l'amour, le conflit, la haine. On sait à quel point les relations familiales
sont complexes, difficiles et porteuses du pire et du meilleur. Et c'est vrai que dans ce roman-là, il y a aussi la question de qu'est-ce qui se passe dans une famille, comment on peut. Alors là, comme on dit, tout est un peu sous-jacent, même si on comprend rapidement que si la maison est vendue par le frère, c'est pas avec l'accord ni du père ni de sa fille. Et dans cet extrait, en fait, que c'était vous faire pointer le fait qu'il y a à la fois l'admiration de Jérôme pour la famille d'Hélène, oui. Et Hélène qui se dit, bon, finalement, Jérôme, il est peut-être pas si mal sans famille. Sans famille, il est peut-être pas si mal sans famille à Paris au mois d'août, alors qu'il n'y a presque plus personne. Donc tranquille. Exactement. Alors, peut-être pour donner une atmosphère plus précise de l'ouvrage, je vous propose de lire un petit extrait, page 20. Hélène arrive dans la maison familiale et dès le début de l'ouvrage, nous savons qu'une page se tourne. Mes parents avaient acheté la maison il y a 30 ans au moins. Les murs avaient emprisonné nos effluves tout au long de ces semaines de vacances passées ici en famille, mon père et ma mère, puis mon père seul, après la disparition de ma mère, mon mari et moi, avec une fille puis deux, mon frère Miguel, sa femme Myriam et ses fils. Souvent des cousins venaient nous y rejoindre pour quelques jours, issus de la lignée maternelle exclusivement puisque celle de mon père s'était asséchée dans l'exil. Mais la maison ne respirait plus rien, flottaient des relents suspects de peinture et de plâtre. J'ai relevé le disjoncteur et la lumière a jailli. Alors, ce livre est-il, pour Hélène ou pour vous, comme l'acceptation de basculement vers une vie libérée du carcan familial? Alors ça, oui. Alors en fait, dans ce livre-là, on explore sûrement l'exploration de deux deuils, à la fois la perte de la maison, de quelque chose autour de ça, et à la fois le deuil du père. On comprend que le père est vraiment commence à devenir très vieux, et que peut-être que sa mort est proche. C'est une affaire de mois, de quelques années au mieux. De quelques pages. De quelques pages, c'est-à-dire que va-t-il se passer au cours des pages. Donc il y a ça, et ce deuil, et ce deuil-là, ce double deuil, on va avancer progressivement dans le livre avec ça. La question était, sur le passage justement de la page qui tourne, c'est-à-dire qu'on voit que petit à petit, dès le début même, tout ce qui est du passé s'éteint, se disparaît ou s'estompe. Et est-ce que c'est justement une idée de... on passe à autre chose une fois que ça disparaît. Ça disparaît. Alors ça, dans une vie, quand on a vécu assez longtemps, on peut se dire qu'on a eu plusieurs vies, que chaque moment de vie est est une vie supplémentaire. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que on vit des étapes dans une vie et que sûrement que Hélène, dans ce roman-là, ferme un chapitre de sa vie et en ouvre un autre, puisque c'est un livre qui se veut aussi extrêmement lumineux sur la renaissance qu'on peut tous vivre à certains moments de notre vie, quel que soit l'âge. Et ce livre-là va effectivement ouvrir sur un autre moment de vie, et notamment, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi une histoire d'amour qui peut se dessiner, des retrouvailles amoureuses qui se dessinent et qui ouvrent vers autre chose, mais plus que ça. C'est un enchaînement parfait sur la question suivante. Ce livre aborde aussi le thème de la vieillesse, sur ce qu'est vieillir. Hélène s'interroge même sur son âge avançant et s'interroge sur son absence de désir sexuel, imputable à l'âge, jusqu'aux retrouvailles de son amour de jeunesse. Le père d'Hélène s'enflamme encore pour Rosie, une femme qui était celle désirée par tous les villageois. L'amour est-il le critère de l'âge ou est-ce ce qui se fait se sentir vivre? Alors là, justement, dans ce roman, ce qu'il y a d'ambigu, de contradictoire et de paradoxal, c'est que le père a encore une forme d'histoire amoureuse avec une femme qu'il a connue lorsqu'ils avaient 20 ans, qu'il retrouve au village et qui elle aussi revient. Et qui elle aussi revient. Elle vit à Paris aujourd'hui. Elle revient l'été au village. Et cette Rosie, entre Rosie et le père, il s'est instauré des conversations très régulières au téléphone depuis des mois. Ils s'appellent et ils se racontent. Ils ont une forme d'intimité téléphonique. Et pour la première fois, ils vont se revoir au village l'été. Donc on attend ça, les retrouvailles entre Rosie et Évariste, il s'appelle Évariste. Alors il y a une scène assez, je ne vais pas dévoiler, mais assez étonnante, puisque d'une certaine façon, Évariste croit retrouver la Rosie qu'il a adorée quand elle avait 20 ans, quand elle était une jeune fille qui dansait au bal du 14 juillet. Simplement, aujourd'hui, Rosie, elle a 2 cannes, elle est une très vieille dame, elle a plus de 90 ans. Et d'une certaine façon, Rosie l'a trahi, elle n'est plus celle qu'il fantasmait encore, même au téléphone.
Alors que Hélène, elle, qui est beaucoup plus jeune, qui est sa fille, elle a comme une forme de passage à vide. De passage à vide dans la question de la relation amoureuse. Alors qu'elle voit son père s'exalter pour cette Rosie. Et c'est peut-être aussi une leçon de vie que le père dit à la fille. C'est-à-dire, jusqu'au dernier jour, on peut espérer de la vie, il faut toujours attendre quelque chose de la vie, même dans ces derniers jours, il peut toujours se produire quelque chose. Alors, on va rester sur le thème de la vieillesse. Je vais vous proposer de lire 2 passages touchant sur la mort, ou plus exactement sur la fin de vie. Donc, il y a page 79, et après, ça sera sur la page 125. Mon père dormait torse nu dans le salon, sur une chaise en plastique. Il était cassé sur lui-même, la tête posée sur l'épaule droite, la bouche ouverte. J'ai contourné le fauteuil pour me placer face à lui et lui lancer « Papa !» Il avait été un homme corpulent, fort sur ses jambes, épais du tronc. Maintenant, sa peau était une enveloppe toute grande. Elle bâillait de partout, en plis sur le torse et boudin sur le ventre. Les bras vidés de leurs muscles conservaient encore une fermeté, mais sur l'arrière, c'était une grande voile parcheminée. Et ses seins, mon Dieu, ses seins, comme j'en avais honte, adolescente, lorsqu'il les exhibait l'été. Ses seins bizarrement proéminents, ils tombaient maintenant comme ceux d'une vieille femme. Seul son visage avait peu changé. Ceux qu'il avait croisés dans sa trentaine conquérante, le coude nonchalant posé sur le capot de sa traction, l'auraient sûrement reconnu à sa tête imposante et fière, sa peau méditerranéenne qui attrapait d'emblée le soleil, l'habillait d'ombre. Désormais, il vivait presque confiné, protégeant sa peau, ses yeux de la lumière, lui qui avait été un homme du dehors, un homme de la route et des chantiers, des nuits d'hôtel et des serveuses de bar. Ça, c'était la description d'Hélène découvrant son père en rentrant dans cette maison du lac. Et ensuite, il y a aussi la description de Roland. De Roland, absolument. Ah oui, alors on a des passages un peu sombres là. Sombre, là, mais je vous assure, il y a d'autres passages beaucoup plus joyeux. À partir de la quarantaine, Roland, le mari de Jackie, c'est la mère de sa meilleure amie, infirmière. Le mari de Jackie s'était échappé de la ferme pour des séjours en HP. Des maladies du corps et de l'âme s'étaient saisies de lui, déformant ses doigts devenus bois sec, atrophiant ses muscles, lui engloutissant la parole. Ces dernières années, il les avait vécues cadavre vivant sur un lit médicalisé. On poussait la porte du salon et on le trouvait dans la pénombre, rideau tiré. Il fallait s'approcher et dire bonjour, prendre une main, lui rendre sa dignité d'être humain. Mais c'était plutôt devant la dignité de Jackie que moi je m'inclinais. La maison s'était resserrée autour de cette pièce confinée. Les fluides vitaux entraient et sortaient par des tuyaux, et entrait aussi l'infirmière, la kiné, l'aide ménagère. Merci pour ces lectures. De façon donc parfois crue et à la fois si touchant par les non-dits qui mêlent à la fois froideur et toute l'affection possible, ce mélange est-il pour vous une façon d'accentuer la cruauté envers le temps qui passe? Alors, c'est très compliqué d'écrire sur les corps vieillissants notamment, c'est-à-dire comment on fait pour en rendre compte avec pudeur et à la fois en respectant ce surtout corps. Si ce sont des gens proches. Si ce sont des proches qui vieillissent, comment on les regarde, comment on les accompagne dans ce vieillissement, en sachant que c'est son propre vieillissement aussi qu'on regarde, c'est-à-dire que dans les yeux des autres, on voit son propre vieillissement venir. Donc il y avait tout ce travail d'écriture qui a été un travail très compliqué, d'écrire par exemple sur le corps du père, comment parfois à certains moments il perd même, il ne sait plus s'il est le jour ou la nuit. Effectivement, celui qui a été un homme très, très, très fort dans son temps, dans sa jeunesse, même très très longtemps, commence à perdre à la fois son corps et puis son rapport au monde. Donc pour écrire ça, il faut trouver le mot juste à chaque fois, avancer lentement, réécrire. Pour faire une petite parenthèse sur la façon dont vous écrivez, comment ça s'écrit, comment ça s'accompagne cette écriture? Ça s'accompagne, ça s'écrit et ça se réécrit. C'est-à-dire en fait, c'est un roman qui m'a pris quasiment 8 ans d'écriture. C'était un roman très compliqué à écrire pour plein de raisons et qu'il a fallu justement trouver à la fois la forme. À l'origine, je peux le dire, c'était un livre autobiographique, vraiment quasiment complètement autobiographique. Et j'ai voulu trouver la distance pour l'écrire. Et donc, j'ai cherché la forme romancée, arriver à prendre du surplomb par rapport à ma propre histoire pour écrire un roman qui puisse parler à tous. C'est-à-dire que j'aborde des thèmes quand même universels. On le voit, la question de la famille, la question
des parents, des rapports frères-sœurs, même de la renaissance de l'amour, des choses comme ça. On peut tous traverser ces choses-là. Et donc, il fallait que je m'éloigne de mon propre vécu pour trouver une forme qui puisse parler à tous. Et donc, ça a été un travail très, très long de distance. Et qu'est-ce qui vous importait dans l'écriture, justement, d'écrire à travers ces récits intimes de gens finalement ordinaires ? Une grande partie de la littérature est quand même consacrée aux gens ordinaires, c'est-à-dire nous tous. C'est-à-dire nos vies, même les plus ordinaires, sont des sources incroyables de romans, parce qu'on raconte la vie. Raconter la vie en littérature, raconter nos vies, c'est quand même, enfin pour moi qui a toujours mené ce travail-là, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et justement, il faut vraiment aller très très profond pour arriver à en sortir quelque chose qui puisse ne pas sembler ordinaire, qui puisse parler aux gens. Alors, on parle de littérature. En 3 pages, vous passez de l'étagère de livres à l'évocation de votre divorce à l'amour et à l'amour oublié. De la littérature à l'amour, il n'y a qu'un pas. Qu'est-ce que représentent ces oppositions de lecture ? Est-ce que cette scène est aussi une façon de dire « qu'importe ce qu'on lit, l'important, c'est d'en prendre plaisir ». Oui, et puis de lire. C'est vrai que je suis aussi à côté. Mon métier, c'est aussi d'être éditrice, donc je passe mon temps à fabriquer des livres, mais je passe aussi mon temps à lire beaucoup de livres. J'ai toujours beaucoup lu. Et par exemple, quand je rentre dans une librairie, je la renifle, Je regarde les livres qui sont affichés. Je me dis, tiens, ça, je l'ai pas lu, ça, je l'ai lu. Tiens, ils ont mis ça. Tiens, mais ce livre, je l'ai chez moi. Enfin, par exemple. L'idée, là, en page très resserrée, vous citez énormément d'auteurs. Ouais. Et en filigrane, quand même, vous passez de la littérature à la vie sentimentale. Oui. Qu'est-ce que cela marque ? Est-ce qu'il faut vraiment noter que pour s'entendre entre conjoints, faut-il vraiment s'entendre aussi sur la littérature ? Non, ça, j'y crois pas. Je crois que d'abord, on peut vivre avec quelqu'un, on peut être lectrice et ne pas vivre avec un lecteur. En plus, souvent, les femmes lisent des romans et les hommes lisent des essais. Il y a un truc très genré comme ça. Oui, pas chez nous. Hein. Pas chez vous. Mais souvent, il y a un truc comme ça. Non, on n'est pas obligé. Mais effectivement, on peut s'affronter sur des romans. On entre chez quelqu'un, on regarde sa littérature, on se dit, tiens, je suis pas très proche de lui, au moins côté littérature, côté livre, C'est quand même, on regarde quelqu'un, on peut avoir une image de la personne en regardant ses livres. Parlons d'écriture. Je vais vous demander de lire page 52, quelques lignes. Le pont avait surgi dans un virage. Il aurait fallu débrayer et braquer, mais c'est ainsi. Le grand sacrifice de la jeunesse, sous le glaive de la vitesse et la faux de l'alcool. La voiture avait dérapé, percuté la rambarde, et l'avait défoncé assez pour basculer dans le vide et s'enfoncer dans le lac. Personne n'avait entendu le fracas de la tôle contre le béton, la grande claque sur l'eau, et la brusque expulsion d'air qui avait signifié l'engloutissement de la vieille Clio et de ses passagers. Puis plus rien, la surface à nouveau plane. Je m'étais souvent représenté la scène. J'avais joué sur les variations, accéléré la violence du choc, fignolé l'esthétique du basculement, la traînée des phares, la courbe plongeante dans un ralenti inexorable, le rouge des feux arrière et le noir du décor. La nuit redevenue impassible. J'y ai longtemps cru à cette histoire-là, mais il ne faut jamais croire aux histoires simples. Est-ce que ce texte, on pourrait dire que c'est la parabole de votre façon d'écrire, avec ces hésitations, cette façon de reprendre le texte, reprendre le mot ? Peut-être, c'est-à-dire que là pour expliquer un petit peu la chose, c'est-à-dire donc le livre se déroule dans un village où il y a un lac, il y a un grand pont qui traverse le lac à un moment, et sur ce pont, il y a depuis 10 ans, 15 ans, un bouquet de fleurs en plastique qui est accroché à la rambarde, qui est régulièrement remplacé pour qu'il soit toujours vif et tout ça. Donc il marque un accident qui a eu lieu sur ce pont et qui est effectivement ce que je raconte là. Et donc la narratrice imagine ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé réellement n'a rien à voir avec ce qui s'est réellement passé. Elle imagine qui c'est qui est mort, comment s'est produit l'accident et tout ça. Et que quand on écrit, notamment quand on est romancier, on invente des choses quand même. Et on cherche la bonne image, on la cherche. On cherche celle qui va marquer. Mais on n'est jamais sûr de rien. C'est aussi comme la vie. On peut réinterpréter des moments de notre vie ou des choses, des gens, des dialogues, des trucs. Et on ne sait jamais. Rien n'est jamais sûr de toute façon. Et les histoires ne sont jamais simples. Alors vous l'aviez tout à l'heure un petit peu évoqué, mais ce livre, Nous n'étions pas des tendres, qui est publié aux éditions L'Iconoclaste, si ce roman aborde les différents moments de vie, entre souvenirs d'enfance jusqu'à la mort, quelle a été l'enfance de ce roman ?
puisque vous aviez dit que vous avez mis presque 8 ans. L'enfance, pour le dire, je vais pas mentir, là, je vais vous raconter une histoire simple. C'est l'enfance de ce roman, c'est un dernier été que j'ai passé dans une maison dans l'Aveyron. Voilà. C'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait là concentré quelque chose sur lequel je pouvais écrire des pages et des pages. Et c'est pour ça aussi que pendant des années et des années, j'ai écrit des pages. Il y en a plein qui ne sont pas dans ce livre-là. C'est devenu ce livre-là sous cette forme définitive, mais la naissance du livre, l'origine, c'est ça. Et souvent, un livre est né de pas grand-chose, quoi. Enfin, pas grand-chose. On pourrait dire que c'est quand même quelque chose de passer un dernier été dans la maison de vacances, voilà, en sachant qu'elle va partir, mais... en tout cas, là, il y avait quelque chose qui donnait matière à écrire un roman et même peut-être plusieurs, quoi. Vous avez une particularité d'écriture sur ce roman. Souvent, dès le départ, nous savons que le père d'Hélène va mourir, que la maison va être vendue. Et vous avez un petit peu ce processus dans lequel vous commencez par la conclusion et vous développez ensuite comme une chronologie inversée, comme lorsqu'on remonte ses souvenirs. Comme si l'histoire de cette famille disloquée n'était pas vraiment le sujet, mais le constat, comme un bilan. Comment avez-vous travaillé l'écriture ? Alors là, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé par couche, par soustraction, par comment on avance, comment on déplace les choses, etc. C'est vrai que moi, je rêverais d'écrire un bon polar. Je suis une grande lectrice de polar, de policiers. Je vois là, j'adore. Il y a plein de gens que j'adore, et je rêverais d'être capable de construire des intrigues. C'est-à-dire, on part au début, on ne sait pas où on va arriver. À la fin, il y a plein de pistes, fausses pistes, de suspense et tout ça. Dans mes livres, il n'y a pas de suspense, quoi. Effectivement, dans ce livre-là, on sait que le père va mourir, que la maison va être vendue. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle va rencontrer Patrick au marché. Donc ça, c'est la seule surprise. Mais voilà, donc la question, c'est pas de maintenir un suspense quel qu'il soit, mais d'explorer un certain nombre, la vie de ces personnages, le vécu, leurs ressentis, voilà, ce qu'ils traversent à un moment de vie qui est quand même compliqué souvent pour plein de gens. Oui, la fin de vie des parents, des choses comme ça, ces moments de vie dans lesquels il y a bascule. Plusieurs bascules, même pour plusieurs bascules. Voilà, et même Hélène, dont vous l'avez évoqué à l'instant, où elle rencontre Patrick, donc un amour de jeunesse. C'est le côté optimiste de ce roman dans lequel Hélène était plutôt un peu déprimée en arrivant dans cette maison de vacances, à ne pas vouloir le faire, mais plutôt par devoir familial. Et là, dans ce village, elle retrouve Patrick, et c'est un petit peu la piste que vous évoquez pour finir cet ouvrage. C'était quoi ce besoin d'évoquer le rebondissement ? Parce que je me disais, j'allais quand même déprimer les lecteurs 100%, quoi. Enfin, Alors qu'en fait, même sur la question du père, du rapport de la fille et du père, c'est pas du tout déprimant. C'est-à-dire que ils ont une vraie relation tous les deux. Ils se disent des choses. Le père transmet des leçons de vie très fortes, et que même si cette semaine enfermée avec lui dans la maison est pas très gaie, lui et elle rebondissent, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe quand même dans ce truc-là. Et l'histoire d'amour, je me suis dit, j'ai fait une concession au roman. Il faut un peu d'amour dans les livres, pour plaire aux gens, donc alors, je vous dirais pas que c'est un feel good quand même. Mais il y a quelque chose, et puis ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement il y a ces deux parcours du père qui continue à avoir une relation avec, qui commence une relation avec une femme, même si elle n'est que fantasmée et téléphonique, mais c'est très fort. Je veux dire, avoir des conversations avec quelqu'un au téléphone, lorsque vous êtes âgé et tout ça, et lui raconter sa vie, c'est vraiment quelque chose de fort. Et puis de se dire, mais la fille, elle aussi, qu'est-ce qu'elle peut construire ? Où est-ce qu'elle peut aller ? Et l'histoire du Patrick qui apparaît sur la place du village le jour du marché, je me suis dit, banco, voilà une belle histoire. Ça fait une transition où des choses se terminent et d'autres commencent. La vie, c'est ça. Enfin, je veux dire, quand il y a des choses qui se terminent, on sait bien qu'il y en a d'autres qui recommencent. Sauf à la fin finale. Mais... On évoque à peine la relation entre fratrie, entre sœurs et frères. On sent qu'il y a une tension forte entre les deux. Le positionnement des parents pas forcément très clair. Comment avez-vous eu envie de travailler ce livre ? Comment vous l'avez construit là de manière plus pratique, puisque vous avez mis du temps dessus, mais quand
vous mettez à l'écriture. Comment le faites-vous? Est-ce que vous mettez une terrasse de café, un café à la main, de la musique, en un seul jet? Bon, là, avec non, pas un seul jet. Non. Tous mes livres ont été écrits sur au moins 2 ans. Celui-là a vraiment dépassé les bornes, mais en général, quand j'ai commencé à écrire à la fin des années 90. En gros, il y avait un livre qui sortait tous les 3 ans, donc ça voulait dire au moins 2 ans d'écriture. J'écris chez moi, j'ai jamais eu le temps d'écrire puisque j'ai toujours travaillé, j'ai eu des enfants. Donc c'était du travail souvent le week-end, du travail pas pendant les vacances parce que quand vous avez des enfants petits, vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit pendant les vacances. Donc j'ai toujours travaillé comme ça chez moi, enfermé, soit le soir ou le matin tôt, ça m'est pas souvent arrivé, et le week-end. Et j'ai pas de c'est juste d'avoir du temps. Aujourd'hui, j'ai plus de temps parce que les enfants sont grands, donc. Mais je peux pas travailler dans un café. Enfin, c'est pas possible. Ouais, ça dépend des écrivains. Non, c'est pas possible. Il faut du calme. Et pour reprendre la chronologie de ce roman, surtout chez l'Iconoclaste, puisque vous avez publié dans différentes maisons d'édition, maintenant vous travaillez à l'Iconoclaste. Comment s'est fait de la rencontre avec cette maison d'édition et surtout avec l'éditrice? J'avais travaillé pendant 20 ans aux éditions du Rouergue, donc qui est une maison d'édition qui est née à Rodez, donc dans l'Aveyron et tout ça, et qui à un moment est rentrée dans le groupe Actes Sud. Dans cette maison, j'ai fait plein de choses, de la littérature adulte, de la littérature jeunesse. Et puis au bout d'un moment, au bout de 20 ans, plus de 20 ans, je me suis dit que j'étais allée au bout de ce travail-là, dans cette maison-là. Et que, en fait, j'allais avoir 60 ans et je me suis dit, soit j'arrête, je prends ma retraite, soit je trouve autre chose. Et en fait, la semaine de mes 60, et un jour, on m'a dit, il y a un poste qui se libère à l'Iconoclaste, c'est aussi simple que ça, d'éditrice, est-ce que tu veux venir et tout ça, est-ce que tu vas envoyer ton CV? Et j'ai dit, tu sais que j'ai dit à la personne qui m'a dit ça, qui était dans la maison, tu sais que j'ai 60 ans, c'est quand même rare de trouver du travail à 60 ans et de trouver un nouveau boulot. Et elle m'a dit, tu ne risques rien que d'envoyer ton CV. Voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'Iconoclaste. J'ai été recrutée j'ai signé mon contrat la semaine de mes 60 ans, de mon anniversaire. Donc j'y suis là depuis 5 ans maintenant, bientôt 5 ans. Et cette maison, donc vous avez reçu Jean-Baptiste Andréa. Absolument. En novembre, donc c'est un des auteurs importants de la maison. Et cette maison qui a été créée par Sophie de Sivry, Jean-Baptiste Andréa, pour ceux qui étaient là, vous a dû vous expliquer. Alors, un petit peu dans l'approche. Maintenant, puisque c'est effectivement elle qui a accompagné le roman de Jean-Baptiste, vous disiez qu'elle avait aussi accompagné le vôtre avant qu'elle ne décède, et elle a laissé donc quelques ouvrages en cours, dont le vôtre. Et comment s'est faite cette transition? Comment vous travaillez dans une maison dont vous êtes aussi éditrice et en publication? Comment ça se déroule? Comment ça se passe? Alors là, ça s'est passé un peu bizarrement. C'est vrai que moi, c'est mon 8e roman. Les précédents avaient été publiés chez des éditeurs autres. J'ai commencé chez Gallimard, etc. Et là, en fait, c'était un roman. Sophie de Sivry savait que je travaillais sur ce livre-là et elle était très curieuse de le lire. Quand on travaille avec quelqu'un, on se demande sur l'écriture qu'est-ce qui vient, quoi. Et donc j'avais un peu retardé. C'est compliqué quand vous donnez. Il n'y a rien de plus compliqué pour un écrivain que de donner un manuscrit à lire, parce que il y a de l'intime, et puis surtout si on vous le refuse, c'est très très dur. Surtout dans la maison. Dans la maison dans laquelle on travaille, quoi. C'est-à-dire que c'est très compliqué. C'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation de possiblement publier dans la maison même par rapport aux auteurs que j'édite, c'était très compliqué parce que s'ils n'aiment pas ce que vous faites comme auteur, après votre légitimité en tant qu'éditrice, c'est compliqué. Et donc, à un moment, je l'ai donné à Sophie de Sivry. Sophie de Sivry était très malade, donc c'était très compliqué aussi. Et puis elle l'a lu dans la journée. Elle m'a dit, écoute, voilà, j'aime beaucoup ce texte. Et effectivement, je te découvre différemment au travers de ce texte. Enfin, j'apprends des choses sur toi. Mais bon, ça c'est la petite histoire, c'est autre chose. Et après, pour le suivi, puisqu'il est publié début d'année, et que Sophie est décédée le 31 mai. Donc après, c'est son mari, Laurent Beccaria, qui a pris la direction de la maison. J'ai travaillé un peu avec lui. Et qu'est-ce que cela vous fait, en fait, de vous retrouver dans la position de l'écrivaine
Vous qui êtes aussi directrice littéraire. Alors là, pour moi, ça a été assez simple. Enfin, en fait, quand elle a lu Sophie de Civry, elle m'a dit, mais ce roman est très abouti, il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Et de même avec Laurent Beccaria. Donc on a fait 2 allers-retours, tous les 3, et c'est tout, quoi. Enfin, ce qui n'est pas forcément le cas aussi. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on travaille sur des manuscrits. D'ailleurs, c'est directrice littéraire. Qu'est-ce que c'est réellement? Pour expliquer à ceux qui ne le savent pas forcément, puisque l'idée, c'est d'accompagner des auteurs, les découvrir éventuellement, et de travailler le texte avec eux. Quelles sont les possibilités? Comment vous faites au sein de la maison l'Iconoclaste, par exemple, puisque c'est là où vous êtes? Comment vous travaillez différemment sans nommer les auteurs, s'il y a des choses, sauf eux? Peut-être qu'il y a des anecdotes à donner. Oui, alors effectivement, le travail d'un éditeur, c'est d'abord de découvrir des auteurs. C'est-à-dire qu'on reçoit à peu près 15 manuscrits par jour à l'Iconoclaste, 15 à 20 par jour. Donc vous imaginez le nombre de manuscrits pour très peu de livres publiés, puisqu'on publie à peu près 20 livres par an. Donc en sachant que la plupart des livres qui sont publiés, vous le savez en librairie, sont des auteurs qui ont déjà publié chez nous. Donc en fait, on accueille 1 ou 2 nouveaux auteurs par an. Donc le travail qu'on peut faire avec... Alors souvent les gens sont étonnés qu'on puisse autant accompagner les auteurs. On peut parfois travailler pendant 1 an et demi avec un auteur sur son manuscrit. C'est-à-dire que c'est vraiment... ça peut nous arriver une vraie lecture pointilleuse et surtout un accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a des écrivains qui ont vraiment besoin d'être accompagnés, même s'ils sont des écrivains reconnus, très talentueux, etc. Ils ont besoin on est comme un ping-pong. On fait un ping-pong souvent avec les auteurs en lisant ce qu'ils écrivent, en leur envoyant des choses ou... Ils nous posent des questions, on répond. Et il y a comme ça, par exemple, un roman qu'on va publier à la rentrée, on a passé 1 an et demi avec l'autrice à faire comme ça des ping-pong réguliers sur ce qu'elle écrivait. Et pourtant, c'est une autrice très talentueuse. Parfois, il y a très peu de travail. On va faire 2-3 lectures, on va renforcer, mais on peut intervenir. Enfin, on peut réagir sur plein de choses. On peut dire, tel personnage, par exemple, tu as 3 personnages qui sont super, le 4e, tu l'as pas assez bien travaillé. C'est-à-dire que là, ton texte est plus faible. En fait, notre travail, c'est de voir de montrer à l'auteur là où c'est excellent et de dire, attention, il y a des moments où tu l'es moins. Tu l'es moins parce que ta phrase, tu l'as moins travaillée, ton personnage, ou tu as une situation, on n'y croit pas, il n'y a pas de crédibilité. Voilà. Quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes forces dans ce livre-là? Nous, on est là pour les pointer. Et quand un écrivain qui finit son roman, souvent, il n'a absolument aucun recul par rapport au texte. Il a passé énormément d'heures. Je veux dire, écrire un roman, c'est un travail de dingue. Enfin, ça, les gens qui ont testé ça savent que ce sont parfois des milliers d'heures à écrire. Donc, ces milliers d'heures, l'auteur finit par ne plus avoir de recul par rapport à ce qu'il a écrit, ne pas savoir là où c'est bon, là où c'est moins bon. Donc, l'éditeur, c'est celui qui vient et qui dit avec son œil neuf, tu vois, là, je vois ça. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Et là, peut-être qu'il faut que tu travailles. Comment tu vas travailler? On va y réfléchir. Est-ce que tu as des idées, etc. Donc un livre... Oui, alors on peut bien sûr se tromper. Voilà. Alors après, c'est la question de la pertinence. C'est-à-dire que un éditeur, chaque éditeur a sa propre lecture, peut avoir sa propre lecture. Mais on est quand même, un éditeur, c'est quand même quelqu'un qui est un lecteur professionnel. Donc a priori, on a beaucoup lu. On fait ce travail-là sur le texte depuis très longtemps. Alors effectivement, par exemple, moi, je pourrais vous raconter que hier, dans la maison d'édition, à l'Iconoclaste, on a eu une réunion avec une nouvelle autrice qui nous a donné un texte. On trouve le texte vraiment extrêmement original, mais c'est une personne qui vient du théâtre, qui a écrit pour le théâtre et qui écrit encore pour le théâtre. Et donc, elle a des dialogues qui sont géniaux dans ce texte-là. Et par contre, tout ce qui est narration, elle ne sait pas encore faire. Et donc la question, on a discuté avec elle pour voir ce qu'elle avait envie de faire par rapport à est-ce qu'elle veut renforcer la narration? Est-ce qu'on peut s'en tenir qu'à des dialogues ou pas? Donc c'est la question, on a discuté avec elle. Et au bout d'1 heure et demie de discussion, on a compris que elle, la narration, ça l'intéressait pas tellement. Elle avait une force dans ses dialogues qui était incroyable. Et donc on s'est dit, on va voir comment on va faire. Pour jouer avec, il y a des choses qu'elle sait pas faire, il y a des choses qu'elle veut pas faire. On va renforcer ce qu'elle sait faire et ce qu'elle sait très bien faire. Donc, vous voyez, avant de la rencontrer, on partait avec une idée de retravail avec elle. Et en discutant avec elle, on s'est dit, non, on peut peut-être aller ailleurs, on peut peut-être réfléchir avec elle à d'autres formes de retravail sur son texte. Donc, on écoute aussi, si vous voulez, c'est aussi un travail de confiance. Il y a des auteurs avec qui je travaille depuis 10 ans ou 15 ans, donc je les connais bien. Et vous disiez qu'entre 15 et 20 manuscrits par jour, comment est-il possible d'en extraire
une vingtaine par an. Comment vous faites un pari sur un ouvrage, c'est parce qu'il vous a touché, parce que son écriture est particulière, vous le concertez en disant je sais pas trop, celui-là faut... Oui, bien sûr, parce que on n'est pas seul dans une maison d'édition. Là, on est 4 à lire tous les textes. Enfin, les textes, quand on estime qu'il y a un texte intéressant, on est 4 à le lire et à échanger dessus. On n'a pas la même lecture, on n'a pas le même âge, on est 2 personnes autour de la soixantaine et 2 personnes autour de la trentaine, donc on n'a pas du tout la même lecture, par exemple. Mais on discute et effectivement, si vous voulez, en fait, comme on lit beaucoup, quand il y a un livre qui sort de l'ordinaire, qui nous étonne, c'est déjà assez rare, parce qu'on a beaucoup lu, donc quel est le livre qui, par son sujet ou son écriture, va nous étonner? Par exemple, hier, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Je suis tombée sur un texte, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose là. Alors, je ne sais pas si on va le publier. Je ne suis pas sûre que ce soit pour notre maison, parce qu'aussi, suivant les maisons, on peut dire qu'un texte est très bon, mais il ne va pas aller à l'Iconoclaste, par exemple, il va aller peut-être ailleurs. Moi, je pense que ce texte, il n'est peut-être pas pour l'Iconoclaste, mais en tout cas, ce texte va trouver un éditeur. Ça, j'en suis sûre. C'est-à-dire qu'il a une telle qualité, une telle originalité, qu'à mon avis, elle va trouver... Tout est compliqué. C'est aussi être éditeur, c'est avoir beaucoup lu, mais c'est aussi avoir une sensibilité, un rapport avec la personne qui face à soi. Et surmonter une grande frustration si vous dites qu'un texte est étonnant et touchant et que vous imaginez qu'il soit publié ailleurs plutôt que dans votre propre maison d'édition. Oui, mais ça, c'est le jeu. Un éditeur, en fait, il publie pas les livres qu'il aime pas forcément comme lecteur. On est dans une maison, on a on a une ligne, et on va chercher des livres qui vont pouvoir entrer au catalogue. Le manuscrit que j'ai lu hier, par exemple, ça, c'est sûr que je vais appeler l'autrice. Je vais lui dire plein de choses. Positive. Et même sûrement que je vais lui proposer qu'on travaille un peu ensemble. Parce que ce livre-là, c'est son premier roman. Il y a des choses qu'elle fait très bien, d'autres qu'elle ne sait pas faire, qu'il est facile de travailler. Alors, vous accompagnez différentes autrices. On les a nommées tout à l'heure. Cécile Coulon, Julia Carninon, Maud Ventura et bien d'autres. Oui. Et comment travaillez-vous avec eux ou elles particulièrement, des petites anecdotes, des petites choses sympas, des échanges rigolos pour qu'on retrouve lorsqu'on plonge dans ces ouvrages qu'on a appréciés à la librairie, en disant c'est rigolo, on n'a pas vu ça comme ça. On n'a pas lu ça comme ça. Je ne sais pas qui c'est que vous vendez dans la librairie là, de l'Iconoclaste. Je crois qu'on les a quasi tous. Tous, vous les avez tous. Oui, j'ai vu par exemple, vous aviez même Traversée du feu de Jean-Philippe Blondel. Vous aviez Titiou Lecoq, voilà, j'ai travaillé sur le dernier Titiou Lecoq. Titiou Lecoq, c'est une autrice qu'on serait ravis d'accueillir. Écoutez, elle est à Montpellier ce week-end, à la Comédie du Livre. Titiou Lecoq, elle est plutôt connue pour ses essais, puisqu'elle a fait des essais féministes, Les Grandes Oubliées, Le couple et l'argent et tout ça. Mais elle avait publié des romans il y a plus de 10 ans, elle avait commencé à écrire des romans. Et donc, elle a mis 7 ans pour écrire son dernier livre, Une époque à Nord. Donc, quand elle nous l'a donné, elle avait très très peur, quoi. Elle avait très très peur de ce qu'on allait dire sur ce texte-là. Donc d'abord on lit tous dans la maison, donc 4 personnes lisent, et puis ensuite il y a 2 personnes qui travaillent avec elle. Donc une vieille et une jeune. Donc je travaille une jeune. Voilà, pour avoir notre regard et tout ça. Et puis surtout les jeunes se forment. Donc en fait en ce moment on est dans un souci de transmission à l'égard des jeunes éditeurs qui sont là. Donc on travaille en duo. Et donc sur Titiou Lecoq, quand je me souviens quand elle nous a donné le texte, en fait on a tous lu pendant le week-end parce qu'elle était tellement angoissée, il fallait lui dire ce qu'on en pensait. Quand on lui a dit, moi je sais, j'avais lu ce livre-là, son manuscrit dans mon lit. Je sais pas, un vendredi après-midi et tout ça, et j'ai dit, attends, j'ai rigolé dans mon lit, tu m'as fait rire pendant tout un après-midi, quoi. Et donc ça, c'est un critère quand même, quand vous êtes sur ce type, que l'éditeur rit ou pleure d'ailleurs, parce que souvent on peut pleurer aussi, mais qu'il y a une réaction physique au livre, quoi, enfin, une réaction en se disant, puis surtout, vous êtes dans un manuscrit, donc un livre qui n'est pas achevé, et pourtant vous le lisez, vous le lisez jusqu'au bout. Vous prenez un de A et vous finissez. Vous dites pas non, je vais finir la semaine prochaine. Titiou, on a pas mal travaillé avec elle. On a renforcé des choses, mais c'était vraiment sur le détail. Enfin, si vous le lisez, ça peut être. Elle a un très bon personnage dans ce livre, c'est la grand-mère, qui est une personne absolument horrible. Je vois qu'on est d'accord au fond de mais qui est hallucinante, moi qui me faisait hurler de rire. Alors ce personnage-là, par exemple, il y était complètement, enfin, et puis vraiment très important. Il y a d'autres personnages par exemple, le mari de l'héroïne, qui s'appelle Chloé, non, c'est ça?
je sais plus. Le mari était vraiment, c'était juste une ombre, quoi. Il était mal dessiné, il n'y avait pas de scène entre mari et femme. On lui dit, attends, tu nous racontes l'histoire quotidienne d'une famille, et le mari et la femme, on les voit jamais ensemble. Jamais. Et donc on lui a dit, vas-y, montre-nous ce mari. Et donc elle a beaucoup renforcé, par exemple, le personnage humain. Voilà ce que je vous dis. Par exemple, chez Tichou, il y avait des personnages qui étaient géniaux, comme la grand-mère, ou l'héroïne même, et les enfants. Ouais, le petit voisin aussi, elle l'a renforcé. Mais le père, par exemple, le père et le mari, ils étaient vraiment une silhouette, quoi. Bon. On a tous apprécié la venue de Jean-Baptiste Andréa. Ouais. Vous m'aviez dit que le travail d'éditeur ou d'éditrice sur Des Diables et des Saints n'a pas du tout été le même que sur celui de Veiller sur elle. Allez, une petite anecdote pour clôturer. Veiller sur elle, voilà, le manuscrit qui ne s'appelait pas comme ça à l'origine quand on l'a reçu. D'abord, moi je peux pas parler à la place de Sophie, mais quand j'ai commencé à lire, puisqu'on a travaillé avec Sophie dessus, le manuscrit, on s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avançais pas, c'est-à-dire que j'avais mon flot de feuilles qui ne baissait pas. C'était un manuscrit tellement gros, j'avais beau passer des heures dessus, et il restait toujours à lire, quoi. Et puis surtout, c'était parfait, quoi. C'est-à-dire que c'est très frustrant. On se dit, mince, on va pas avoir besoin de mon truc. C'était parfait. Au début, on s'est dit, au début, il y avait 2-3 scènes qui étaient un peu mélangées, pas très claires. Donc, on lui a fait une remarque à la fin sur ça, sur le début et sur la fin. Sinon, je faisais l'institutrice, je soulignais les dernières fautes d'orthographe et les répétitions. Donc voilà. Jean-Baptiste, si tu nous entends, merci. Alors qu'il se targue, mais quand on lui souligne des fautes d'orthographe, il est furieux. Il se dit comment j'ai pu la laisser passer, tout ça. Mais surtout, on s'est rendu compte qu'on avait quand même un livre. Alors c'est compliqué quand vous êtes éditeur, vous publiez un livre, vous savez pas quel va être son avenir. Là, quand même, sur Jean-Baptiste, on a eu le sentiment qu'on avait un livre qui allait marcher. Alors après, à quel auteur ? Non, on le savait. On l'a senti tout de suite. Pour plein de raisons, parce que d'abord, c'est très rare en littérature française d'avoir des livres aussi bien maîtrisés dans son histoire. Il y avait une abondance de personnages, de décors, l'inscription dans l'histoire italienne et tout ça. Et ça, c'est un savoir-faire que peu de gens ont en France quand même. On trouve plus, voilà. Et qu'il y avait quelque chose, il y avait un truc qui... Après, on peut pas mettre ça en mots, mais on sent quand un livre marche, quand un livre est évident, quoi. Et on s'est dit, ça va le faire. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on avait un livre extrêmement bien fait, bien maîtrisé, et qui pouvait être grand public. Donc, de la littérature grand public, il n'y en a pas tant que ça. Un livre qui peut être lu à tout âge, par tout type de lecteurs aussi, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt des lecteurs très exigeants ou des gens qui démarrent en lecture et tout ça. Dans le roman, on s'est dit que ce livre pouvait être lu vraiment par le grand public. Voilà. Et on n'a pas eu tort. Joli choix. Mais après, il a eu le Goncourt, ce qui était exceptionnel. Mais même sans le Goncourt, en fait, c'est un livre qui marchait extrêmement bien. Sylvie Gracia, merci pour vos réponses. Merci à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique et son enthousiasme. Et pour votre informé des prochaines rencontres, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet, à notre newsletter. Merci et à bientôt. Merci.